troisième apéro-débat organisé par le FNJ Les Métropoles à la tribune FNJ. Le thème de notre débat ce soir, c'est le mondialisme ou le patriotisme. En mars et en mai prochains, nos compatriotes seront conviés à un véritable choix crucial et déterminant pour notre avenir. D'un côté, des représentants de partis politiques soumis à l'autorité de Bruxelles, véritable usine à fabriquer des chômeurs. D'un autre côté, les patriotes qui souhaitent retrouver un État fort et protecteur, garant de nos libertés, assurant la sécurité, l'ordre et la justice sociale. Les Français, s'ils veulent le rester, se doivent de relever la tête et de ne pas manquer ces rendez-vous. Pour en parler, bien que son emploi du temps soit très chargé, et étant candidat tête de liste au municipal à Montélimar, il a accepté par amitié d'être parmi nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement le directeur national du FNJ, Julien Rochdy. Alors c'était une mise en scène censée faire du théâtre, un coup de théâtre comme ça arrivé. Ça fait un peu rockstar, j'ai pas l'habitude mais c'est sympathique. Alors je suis content d'être avec vous ce soir, comme j'ai été avec le FNJ de Lille, avec Jean-Baptiste toute la journée. On a bien rigolé, je crois. On a fait pas mal d'activités. On est allé voir sur un marché, on est allé voir les étudiants, et puis on est allé même dans une maison de retraite pour distribuer la lettre aux grands-parents. Donc on a fait pas mal de choses, et c'était assez drôle, je crois que ceux qui étaient avec nous ont bien rigolé. Et là ce soir, donc apéro-débat, tribune, où on me demande de parler du patriotisme contre le mondialisme. Alors, je me suis mis hier sur mon bureau, quand j'avais fini mon travail à 16h, j'ai ouvert Word pour écrire un petit discours, et j'ai commencé. Et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté d'écrire. Je me suis dit, le patriotisme contre le mondialisme, c'est l'essence même du combat que tu mènes depuis des années et des années. Et c'est ce pourquoi tu t'engages, et c'est ce pourquoi tu es là. Et je me suis dit, si je ne suis pas capable de parler pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voire des heures et des heures là-dessus, en improvisant, c'est que je ne suis peut-être pas digne de mon travail et de mon engagement. Alors du coup, j'ai tenté une expérience. Je tente une expérience avec vous ce soir, qui est de pouvoir justement discourir sur un sujet aussi important. Alors j'ai jeté à la diable tout à l'heure quelques idées sur cette feuille, mais je crois que tous, autant que vous êtes ici, tous les jeunes qui s'engagent et les moins jeunes, qui sont patriotes et qui s'engagent pour cette cause justement nationale, eh bien tous, vous devez vous dire que vous devez être en mesure finalement de discourir, comme ça sur une petite tribune ou dans un bar avec un ami ou avec un adversaire politique, vous devez être en mesure de parler de ce sujet pendant des heures. Vous savez, à l'époque, les grands orateurs étaient capables de parler des heures et des heures sans notes et sans rien sur des sujets qui les tenaient à cœur. Fidel Castro, je crois, a battu le record du discours le plus long, il a parlé pendant 7 heures. Donc voilà, je vais essayer de battre ce record ce soir avec vous, en improvisant. Non, vous serez rentré chez vous pour dîner, bien sûr. Donc je tente cette expérience parce que, voilà, je vous dis que c'est un peu un test pour moi, mais qui n'est pas que pour moi, c'est-à-dire que vous-même, vous devez vous dire aussi qu'un tel sujet, vu qu'il est l'essence même de notre combat, eh bien vous devez être capable de le développer et de parler là-dessus pendant des heures s'il le faut, et en tout cas de vous montrer les plus convaincants possibles sur le sujet. Alors, d'abord, le mondialisme. On va partir là-dessus. Et on va essayer de se dire, on va essayer d'être objectif, le plus objectif possible. De se dire, essayons de caractériser le projet du mondialisme et de voir là où il veut nous mener, objectivement. C'est-à-dire ceux qui défendent aujourd'hui ce combat pour le mondialisme et qui l'assument, eh bien, où est-ce qu'il va nous amener, ce mondialisme ? Sans jugement de valeur. Les jugements de valeur viendront après. Et de cette façon, on pourra déjà juger, chacun d'entre vous, si ce projet-là nous correspond, s'il est en adéquation avec ce que l'on veut pour soi-même, pour sa famille et pour son pays. Alors, le mondialisme,
Pour moi, déjà, il m'est apparu quand j'avais 16 ans. J'ai lu un livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Je ne sais pas si certains ici ont déjà lu ce livre et le connaissent. J'ai lu ce bouquin, c'était un professeur communiste en plus qui me l'avait filé. Il m'avait dit « Tiens, Julien, lis-le, c'est très intéressant ». Il décrit le monde de demain. Et alors dans ce livre, donc de ce grand écrivain anglais qui s'appelle Huxley, et décrit la société dans 100 ans ou 200 ans, je ne sais plus exactement, mais c'est un peu une œuvre de fiction, c'est pas Star Wars, mais presque, voilà, on y décrive donc la société et la civilisation de demain. Et dans cette société, figurez-vous, il y a un État mondial, les nations ont disparu, les gens n'ont plus d'identité, et ils ne sont que des travailleurs et des consommateurs. Ils ne sont pas libres, évidemment. Ils prennent des petites pilules pour avoir un peu de bonheur. Ça s'appelle les pilules du bonheur, on les drogue. Et toute leur vie est constituée du travail et de la consommation. Et évidemment, vous imaginez bien que dans ce monde va se nouer des drames et on va voir qu'un monde pareil est impossible à vivre. Et il va y avoir des gros problèmes et on va suivre un petit peu la vie des acteurs dans ce livre. Et ce monde-là, ce monde sans frontières, ce monde avec un État mondial, ce monde où les forces, c'est avant tout les acteurs privés, les forces financières et les forces économiques, eh bien c'est le monde qu'on nous promet à travers le mondialisme. À ce point qu'il y a une revue qui existe en France, qui s'appelle, figurez-vous, Le meilleur des mondes, comme le livre d'Aldous Huxley, et qui est une revue qui est tenue par des gens, aujourd'hui, qui promeuvent ce mondialisme et qui l'assument. La plupart du temps, vous savez, pour le mondialisme, les gens défendent ce projet, parfois même inconsciemment, sont pour des idées, sont pour des processus, sont pour des politiques qui amènent au mondialisme, mais ils n'en ont pas conscience. D'autres le font en ayant conscience de cela, mais le disent surtout pas aux gens. Et certains, comme ceux qui dirigent cette revue Le meilleur des mondes, eh bien l'assument, puisqu'ils assument cette référence à ce monde qui a été décrit par Aldous Huxley, qui est sans saveur, sans vie, et qui est celle de simples petits consommateurs qui virevoltent dans ce monde insupportable. Et donc ce meilleur des mondes dans ce livre, c'est le monde dans lequel nous sommes en train de nous diriger. Alors, pour le mondialisme, si le projet mondialiste arrive à terme, eh bien nous arriverons dans un monde où on parlera tous la même langue. Nous arriverons dans un monde où on aura tous la même couleur. On arrivera dans un monde où on aura tous la même culture, ou du moins la même sous-culture. On arrivera dans un monde où il n'y aura plus de politique, au sens de citoyens qui se regroupent dans une communauté pour mener un projet, mais des acteurs privés, des entreprises, des multinationales et des super riches, ou des petits avec leur petit capital, que des acteurs privés qui vivent dans ce monde. Et c'est eux qui auront la liberté, le reste étant que des esclaves qui travaillent. Le mondialisme, donc, vu que c'est le règne de ce libéralisme-là, c'est le règne de l'acteur privé, la destruction du politique vu en termes d'action collective, c'est la suppression des frontières, la suppression des identités, c'est l'apparition de l'homme neutre, l'homme qui est hors sol, qui n'est rien, qui n'a pas d'identité, sauf celle qui lui est donnée à la base dans son porte-monnaie, à savoir celle du consommateur. Voilà le monde que le mondialisme veut obtenir. Donc si on essaye de le voir sous un bon angle, on peut se dire c'est le monde de Michael Jackson, We are the world, we are the children, on est tous ensemble, ce serait un monde débarrassé des guerres, parce qu'il n'y aurait plus justement de fractures identitaires entre les uns et les autres, on parlerait tous la même langue et tout le reste. Ce monde-là, on est en train de nous diriger droit dedans. Et pour cela, le mondialisme utilise des expédients, des moyens pour y arriver. Le premier moyen, je crois, que c'est l'immigration massive. Vous savez que pour faire en sorte que justement les gens se mélangent tous, eh bien il faut les mettre sur un même territoire. Il faut tout brasser un maximum. Et c'est pour ça que le projet de la civilisation, qui était un projet sédentaire, c'est-à-dire que vous savez ce qu'est une civilisation, c'est des gens qui arrivent sur un territoire, qui s'assemblent entre eux, qui mettent une clôture pour défendre justement leur famille, et qui développent là-dessus une civilisation particulière. Et la civilisation est née, quel que soit l'endroit dans le monde, quand les hommes se sont arrêtés, et ont arrêté de marcher justement.
Ils sont arrêtés sur un territoire et ont décidé de développer leur civilisation, leur patrie. Aujourd'hui, avec l'immigration massive et les élites qui passent de frontière en frontière, nous sommes arrivés justement à un retour du nomadisme. Et ce retour du nomadisme est évidemment les nouveaux signes d'une nouvelle barbarie. Puisque la barbarie, la sauvagerie, c'est des hommes qui n'ont pas d'attache à un endroit, mais qui passent de frontière à frontière. Donc tant au niveau de l'homme attalien, comme on l'appelle, c'est-à-dire Attali, vous savez, qui passe sa vie dans les aéroports entre New York, Londres, Tel Aviv ou je ne sais où, et l'immigré qui passe de frontière en frontière, comme le Rome, comme Leonarda, vous voyez, on peut passer comme ça, on n'a pas d'attache. Eh bien, ça, c'est le projet qu'on veut pour nous. Voilà. Que nous n'ayons pas d'attache particulière dans un sol, mais qu'on puisse partir n'importe où, tout le temps, sans aucune attache. Et justement, l'immigré qui arrive dans un autre pays, alors qu'il n'en est pas à la base issu, puisse se mélanger aux autres, et tout ça dans un méli-mélo généralisé. Le deuxième expédient, le deuxième moyen pour que le mondialisme se mette en place, c'est donc ce qu'on appelle la mondialisation économique. Et ce mondialisme-là utilise des structures politiques telles que l'Union européenne. L'Union européenne, on pourrait se dire, après tout, c'est une civilisation. Et pourquoi pas l'unir, cette civilisation? Sauf que vous savez très bien, si vous êtes ici, que vous vous renseignez un petit peu, vous savez très bien que l'Union européenne n'est pas faite pour encadrer une civilisation particulière et la développer, mais elle est faite au contraire pour empêcher les nations qui la composent de se protéger au sein du monde. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, vous êtes obligé d'ouvrir totalement vos frontières, donc au point de vue de l'immigration dont je viens de parler, et également d'un point de vue économique, afin que les capitaux, les marchandises et les acteurs privés puissent passer de frontière en frontière tranquillement. Donc l'Union européenne, guidée par les États-Unis, car vous savez que les États-Unis sont le pays fondateur et, cavalier de ce mondialisme. Car toute mondialisation est accompagnée d'un hégemon, comme nous avons connu lors de la première mondialisation avant la guerre de 14, où c'était l'Angleterre. Une mondialisation est toujours poussée par un État dominant. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis ont fait en sorte, avec l'Europe justement, d'intégrer toute la civilisation européenne et toutes les nations européennes dans ce projet mondial et mondialisé. Et c'est pour ça que parmi les pères fondateurs de l'Europe, ça quand même il faut le savoir, des types comme Monnet, eh bien, étaient des agents de la CIA. Donc aujourd'hui, quand vous voyez une école Monnet, eh bien, il ne faut pas voir là-dedans quelque chose de bien. Si vous pouvez vomir ou cracher dessus, enfin, je ne dis pas de cracher dessus, mais en tout cas ravaler votre salive, parce qu'il est aujourd'hui, on le sait, dans les archives c'est sorti, c'était des agents de la CIA, c'était des agents américains. Donc l'Union européenne est un moyen d'intégrer les nations dans ce mondialisme-là. Il y a aussi le principe donc, du libéralisme, de l'économie totalement dérégularisée et ouverte. Une économie à la base est faite pour servir les intérêts des êtres humains. Je crois que si les êtres humains créent l'économie, c'est évidemment parce qu'elle sert les intérêts premiers des êtres humains. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'être humain est fait pour servir l'économie, qui elle-même sert quelques petits intérêts privés qui se partagent bien le gâteau eux-mêmes et qui ne la donnent pas au petit peuple. Et je dis au petit peuple avec un X, c'est-à-dire au pluriel. Le libéralisme économique aujourd'hui règne sur la Terre. On sait qu'il y a, je crois que j'ai vu ça dans un livre, il y a une centaine de multinationales qui ont, de par leur PIB, enfin l'argent, leur capital, beaucoup plus de pouvoir que plusieurs États assemblés, et même des grands États. Donc aujourd'hui, ce sont les multinationales qui font les lois, ce sont les multinationales qui dirigent, aidées en cela par la finance internationale. Donc cette finance internationale qui est dérégularisée, c'est-à-dire dans laquelle l'État ne contrôle plus rien, et ça, je vous rappelle qu'en France, la dérégulation de l'économie a été faite, figurez-vous, dans les années 80 sous Mitterrand, pendant la gauche, et sous Jospin après dans les années 90. Donc la gauche et droite, là encore, ça ne veut strictement rien dire, puisque la dérégulation, je vous le précise, c'est d'ouvrir totalement aux entreprises et aux marchandises, de leur permettre de faire à tout prix, à tout niveau, absolument ce qu'elles veulent. À l'époque, l'économie était encadrée et dirigée par l'État. L'économie était libre, chacun pouvait créer une entreprise et il a développé sa petite PME, ou même d'ailleurs, pourquoi pas une grande entreprise, mais c'était surveillé et contrôlé. Aujourd'hui,
Nous sommes dans un monde qui a tout dérégulé, au point même d'ailleurs que la finance internationale est devenue absolument folle et que tout le monde aujourd'hui raconte et dit « c'est terrible, on ne peut pas laisser la finance faire ça et faire n'importe quoi comme elle fait actuellement ». Mais il n'y a plus personne pour la réguler. Nous sommes dans une hubris, dans une folie collective où des gens font absolument n'importe quoi, ça amène des crises tous les 2 ans, on le sait très bien. Il y en aura à nouveau, de nouvelles bulles spéculatives vont éclater. Ces bulles spéculatives qui éclatent amèneront de nouvelles personnes au chômage, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde. Et on est là à observer, impuissant, parce que la politique a perdu justement son moyen de pouvoir encadrer et surveiller cette économie-là. Donc le mondialisme, le projet mondial, se sert de l'économie pour tout libéraliser. Et au niveau de la culture, le mondialisme utilise la culture du relativisme en tout et du déracinement. C'est-à-dire que pour le mondialisme, pour que le projet justement mondialiste puisse être accompli, il faut, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, que vous soyez neutre, que vous ne soyez rien en fait. Avec la théorie du genre, que vous ne soyez ni des hommes ni des femmes, ça c'est à vous de décider, un jour je suis une femme, un jour je suis un homme, c'est ça la théorie du genre, on décide, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, figurez-vous, à nos enfants dans l'école, hein, dans les cours de SVT, en biologie, et de plus en plus avec la dernière loi qui vient de passer sur l'égalité homme-femme, qui n'est que le cache-sexe, si je puis dire, de la théorie du genre. Donc aujourd'hui, on apprend dans nos écoles, à nos enfants, que être une femme ou être un homme, c'est au choix, c'est à la carte. On vous apprend également, avec le déracinement, que vous n'êtes sûrement pas des Européens, encore moins des Blancs. Non, vous voyez dans une classe, vous n'êtes pas blanc, ou si vous l'êtes, vous devez en avoir honte. On vous apprend que vous êtes français, mais c'est par accident, c'est pas très important finalement, vous auriez pu naître n'importe où dans le monde, et l'intérêt, l'important, c'est d'être citoyen du monde, et on vous apprend cela, il faut être citoyen du monde, ouvert à tout. Vous n'avez pas une culture particulière en étant français, et la France, on nous apprend que c'est justement l'ouverture à l'autre. C'est rien de particulier, la France, si vous vous fermez aux cultures étrangères, c'est que vous n'êtes plus français. En fait, le français, c'est celui qui s'ouvre, c'est celui qui n'est rien. Donc on vous apprend ça, et on apprend ça à nos enfants, on a été élevés, on a été baignés dans cette culture-là, où finalement, nous n'étions plus rien, et même pas religieux aussi, puisque vous savez qu'il y a eu des campagnes très actives en France depuis 100 ans pour n'être même plus chrétien, si jamais vous l'étiez. Et dernièrement, vous avez vu que lors de la Constitution européenne, quand nos commissaires européens et les rédacteurs de cette Constitution ont eu comme grande idée d'intégrer dans cette Constitution les racines chrétiennes de l'Europe, les racines, c'est-à-dire même pas l'Europe est chrétienne, simplement de rappeler dans une phrase que l'Europe avait des racines chrétiennes, mais figurez-vous qu'il y a un pays qui est monté au créneau pour retirer cette phrase, et c'était la France avec Jacques Chirac, et on a supprimé de la Constitution européenne, qu'on a rejetée, donc tant mieux, mais qui est passée par derrière avec le traité de Lisbonne, mais enfin, dans la Constitution européenne, il y avait cette phrase, et Jacques Chirac est monté au créneau en disant « c'est inadmissible que l'Europe dise qu'elle a des racines chrétiennes. » Donc en plus, vous n'êtes même pas français, vous n'avez même pas de sexe, vous n'êtes même pas blanc ou quoi que ce soit, et vous n'avez même pas de religion, ni même de racines religieuses. Donc nous, Européens et Français, sommes sommés à n'être plus rien. Et de cette façon, le mondialisme crée des êtres qui sont impuissants en tout, et donc il peut permettre de développer son projet politique tranquillement. Voilà par quel expédient le mondialisme passe pour nous imposer le monde nouveau, le nouvel ordre mondial, qui est bien sûr un monde dirigé par les États-Unis d'Amérique, ou même d'ailleurs peut-être par un État mondial, dans lequel évidemment la démocratie ne peut pas régner, car toute démocratie n'est possible que dans un espace clos et à peu près homogène de citoyens, dans lequel les hommes ne sont rien sinon des consommateurs et des travailleurs, en gros des esclaves, et un monde dans lequel l'aristocratie nouvelle est constituée des hommes qui ont le pognon, qui ont l'argent, qui dirigent la finance mondiale. Le reste, ce n'est rien. Voilà le mondialisme, je crois, si on devait le caractériser, voilà le projet dans lequel nous sommes intégrés aujourd'hui, puisque, je suis désolé, mais tant la gauche que la droite soutient l'immigration massive, soutient l'Union européenne qui ouvre justement nos frontières à l'économie mondiale, soutient un monde au niveau diplomatique et géopolitique dominé finalement par les États-Unis d'Amérique et ce projet mondial,
et soutient des cultures du genre, théorie du genre, ou déracinement, puisque voilà, où on n'est rien du tout. Donc nous sommes inscrits là-dedans. Nous sommes inscrits là-dedans, que ce soit avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, avec Jacques Chirac, ou tout ce que vous voulez, tous les hommes qui dirigent le pays depuis 30 ans, nous sommes inscrits dans ce projet. Il ne faut pas croire que c'est un projet fantasmatique, puisque vous pouvez taper sur Internet, si vous le voulez, vous pouvez regarder, plein d'hommes, justement, ont avoué qu'ils voulaient aller vers ce projet de société-là. Et donc, nous sommes intégrés là-dedans. Alors, la question que je pourrais vous poser maintenant, c'est est-ce que ce projet vous plaît ? Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui va servir l'humanité, qui va servir la culture, qui va servir l'intelligence, qui va servir la fraternité, qui va servir l'identité, qui va servir ce qui constitue naturellement un être humain? Évidemment non. Évidemment, c'est une négation de tout ce qui fonde l'homme. Quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme avec un grand H, en y intégrant les femmes. C'est tout ce qui fonde l'homme depuis des milliers d'années. C'est le projet nihiliste par excellence, c'est-à-dire qui nous mène au néant, qui cherche à détruire ce que nous sommes en tant qu'être humain. Face à ça, il y a le patriotisme. Il y a les nations, car le patriotisme, c'est évidemment la défense de la nation. Alors pourquoi défendre un espace politique tel que la nation? D'abord, vous savez, ce qui est paradoxal avec justement le mondialisme, c'est que défendant l'intérêt privé, on n'arrête pas d'entendre tout le temps la propriété privée est un droit. Vous avez le droit d'avoir votre maison, d'avoir votre portable, et c'est même là-dessus qu'est basée toute la société capitaliste et libérale, puisque vu qu'elle cherche à vous rendre des consommateurs, à vous rendre consommateurs, elle cherche à vous faire croire que vous avez une propriété privée sur l'iPhone que vous achetez, sur la chemise, le pantalon, ou ce que vous voulez. Donc le principe de la propriété privée, c'est la règle de base, c'est le dogme de la société capitaliste. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a le droit à avoir une propriété privée, et la nation, qui est en quelque sorte une propriété publique, ça on n'a pas le droit de l'avoir. Parce que qu'est-ce qu'une nation, justement ? C'est l'idée que, oui, d'accord, vous avez votre maison, vous avez votre voiture, vous avez votre t-shirt, vous avez votre chemise, vous avez votre iPhone, votre portable, je ne sais quoi, mais vous avez autre chose qui vous appartient à vous, mais qui n'appartient pas qu'à vous, qui appartient également à vos frères. Et ensemble, nous avons comme ça une propriété collective. Et la propriété collective par excellence, c'est la nation. Vous ne pouvez pas vous dire, le monde m'appartient. En revanche, vous savez qu'un pays dans lequel il y a des gens qui vous ressemblent, parce qu'ils parlent la même langue que vous, parce que leurs ancêtres ont été peut-être dans les mêmes tranchées que vos propres ancêtres. Vous partagez des références communes, vous partagez une culture commune, vous partagez une identité commune, ça vous appartient. Et en plus, vous connaissez la phrase de Jaurès, la patrie est le dernier bien pour ceux qui n'ont plus rien aussi. C'est-à-dire que quand on est patriote, justement, et quand on appartient à une nation, à un pays, et bien que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, et bien vous savez qu'il y a quelque chose qui est à votre disposition, qui est à vous, et vous devez vous battre pour le protéger et le développer. Et bien c'est votre patrie, c'est votre nation. La nation, son intérêt, c'est qu'elle crée un espace politique, justement, dans ce bien commun, qui permet l'application de la démocratie, de la liberté. Parce que tout État mondial ressemblerait à un empire. Et je ne connais pas beaucoup d'empires qui aient été démocratiques. L'intérêt d'une nation, comme disait Rousseau d'ailleurs, lorsqu'il disait que dans une cité, les gens pouvaient tous participer et se sentir acteurs, justement, de la vie politique, eh bien, vous êtes tous des acteurs de ce jeu politique. C'est-à-dire un jeu qui a un pouvoir sur les choses, qui n'est pas la simple folie, qui est un pouvoir ordonné sur les choses. Eh bien, grâce à la nation, la démocratie est possible. Et comme par hasard, quand on est en train, comme aujourd'hui, de supprimer les nations et de supprimer leurs frontières, eh bien, on perd de plus en plus nos libertés. Vous voyez bien que dans l'Union européenne, ceux qui dirigent, c'est des gens que personne n'a élus. Les commissaires européens, ceux qui font aujourd'hui 70% des lois qui s'appliquent en France, pour ceux qui, au cas où, ne le sauraient pas, c'est des gens dont, je pense, personne ici n'est capable de me citer plus de un ou deux noms. Même peut-être aucun. Je suis sûr que dans cette salle, personne ne connaît un commissaire européen. Or, ces gens que vous ne connaissez pas, pour qui vous n'avez pas voté, font 70% des lois qui s'appliquent aujourd'hui en France. Et ce sont ces gens qui guident, qui président à la destinée de la France et des pays européens.
C'est quand même singulier. Donc, en gros, la démocratie et la liberté n'est pas possible, justement, dans un espace mondial, alors qu'elle est possible quand on a une nation. La nation, c'est aussi ce bien commun qui nous permet de développer une culture, de l'enrichir tous entre nous, et de la développer, ne serait-ce que parce qu'il y a une concurrence et une émulation saine avec les autres nations. Toute l'histoire de l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est des nations qui se sont souvent combattues les unes contre les autres, mais qui a fait en sorte qu'il y ait une telle émulation entre elles que nous avons créé du coup des cultures qui ont dépassé de loin la plupart des cultures du monde et ont créé la culture la plus riche qui puisse exister. Nulle part dans le monde, vous n'avez autant de penseurs, autant de scientifiques, autant de poètes, autant de sculpteurs, autant de peintres, autant de musiciens. Nulle part dans le monde, vous avez autant d'intelligence et de beauté et de force qu'en Europe, à travers justement ces nations qui se battaient entre elles, certes, mais qui du coup produisaient quelque chose d'énorme, alors que dans un État mondial, eh bien, il n'y aurait plus cette émulation-là, et il n'y aurait plus cette culture qui fait, encore une fois, la beauté de ce monde. Donc, vous voyez, le patriote, ce qu'il défend, c'est la nation, qui nous permet la démocratie, la liberté, qui nous permet d'avoir un bien commun, qui nous permet de nous protéger également. Ça, je ne l'ai pas dit, mais vous savez que c'est grâce à la nation, grâce à ses frontières, exactement comme dans une maison. Vous savez qu'une nation, c'est une métaphore d'une maison. Ou l'inverse, plutôt la maison est une métaphore de la nation. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes organisé, et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir une belle vie de famille. Si vous ouvrez vos portes à tout le monde, eh ben vous finirez par voir vos vases que vous avez achetés qui auront été volés. Vous finirez par voir, voilà, vous faire voler, vous faire agresser, vous faire violer, vous faire tout ce que vous voulez. Votre maison finira par tomber par terre, surtout si l'anarchie y règne. Une nation est une maison. Et donc, le fait de fermer sa porte et de fermer ses fenêtres lorsqu'il fait froid, c'est l'intérêt d'une nation à tout niveau, d'un point de vue culturel comme économique. L'intérêt d'une nation, c'est aussi de pouvoir protéger les gens qui y habitent. Quand nous sommes dans une situation de concurrence internationale folle qui fait que nous n'avons plus d'emploi, nous envoyons des gens au chômage tous les jours, 1000 chômeurs par jour quand même aujourd'hui, eh bien l'intérêt d'une nation, c'est pouvoir justement de protéger ses travailleurs et de protéger ses hommes et ses femmes. Donc c'est un intérêt pour la démocratie, c'est un intérêt pour la liberté, c'est un intérêt pour la culture et pour l'idée, et c'est un intérêt évidemment au niveau économique. Donc avouez que le projet national est un beau projet par rapport au projet mondialiste. D'autant que le patriote a une toute autre tête que le citoyen mondialisé qu'on promeut aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais me permettre de balancer une petite pique, mais vous avez vu sans doute des types comme Thierry Marshall-Beck, l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, les espèces de béni oui-oui qui sont béats, ils sont contents du monde d'aujourd'hui, ils veulent s'ouvrir à tout et pour tout, ils sont contents quand on flagelle leur propre culture, la sienne et celle de ses ancêtres, des espèces de consommateurs avec ces t-shirts Obama qui parlent mieux anglais que français. Vous voyez, cette espèce de... C'est filmé ou pas? Ces espèces de personnages qui n'ont aucune saveur, aucune valeur, qui ne sont pas des hommes tels qu'on les aime. Ce pas des gens qui sont capables d'élever une famille, capables de la défendre, capables de porter un projet, une identité. Ce pas des gens qui ont de la gueule, qui ont du courage. Quand je dis, là je parle pour les hommes, mais pour les femmes même, c'est pareil. Une espèce de femme, une fémène, quoi, qui pense qu'à, je sais pas, mais qui n'a aucune valeur, qui n'a rien, qui est en tout point ridicule. Parce que cosmopolite, a pensé toujours à tous les intérêts du monde sauf aux siens. Enfin, ces gens-là ont montré leur vrai visage ces derniers temps. De plus en plus, on se rend compte, il suffit de voir Paris. Moi, je vais me permettre des anecdotes, mais enfin, vous savez, je suis un petit campagnard, à la base, qui a découvert Paris. C'est classique dans toute l'histoire de France. Je suis arrivé à Paris avec la politique, et il s'avère que, faisant de la politique, j'ai été invité dans des trucs. J'ai été invité lors d'une remise de Légion, une médaille d'art et des lettres, de la culture au Sénat, il y avait Roger Carucci, il y avait plein de patrons vraiment, de patrons de énergie, vous voyez, vraiment le showbiz, tous ces trucs-là. J'ai pu un peu voir ce monde. Et je vous en parle avec autant de facilité que je vous garantis une chose, je ne pourrais pas décrire ce que j'y ai vu. Je ne pourrais pas parce que je pense que j'aurais 3 ou 4 procès dans la minute. Mais ce que j'ai vu à Paris, chez les gens qui dominent ce pays, je vous garantis une chose, c'est que
si les Français de province, voyaient qui se pavane dans les bâtiments dorés de la République, mais il y aurait une révolution dans les 5 minutes. Dans les 5 minutes, les fourches ressortiraient. Je vous le garantis. Il y a une espèce apparue dans la classe médiatique, politique, culturelle, ces espèces d'hommes justement hors sol, mais vous les voyez, mais c'est plus des êtres humains. C'est des espèces de chiffres-molles, donneurs de leçons, moralisateurs, qui ressemblent à rien, qui n'ont aucune force, qui sont des trouillards en plus, comme pas possible. Et ces gens-là, là on rigole, parce qu'ici il y a des vrais hommes, il y a des vraies femmes réelles, qui ont le principe de réalité ancré en vous, vous travaillez, voilà, vous avez des familles, vous avez des galères, vous connaissez la réalité, vous avez des bagarres aussi pour ce qui est des hommes, vous savez ce que c'est que la vie. Et on est content entre nous, mais ces espèces de chiffres-molles, je vais me contenter de les appeler comme ça, dirigent nos vies aujourd'hui. Et c'est hallucinant de voir ça. Et pour le petit campagnard que j'étais, de découvrir ce monde à Paris, ça a été une surprise, à vomir, quoi. Et plus je les ai vus, plus je me suis dit, c'est pas possible, plus il faut s'engager dans ce combat-là du patriotisme, car je crois qu'il recoupe justement cet ensemble de valeurs contre eux. Il faut s'y engager fortement, car il n'est pas possible que ces types d'hommes qui sont classiques dans les époques de décadence. Regardez un petit peu les eunuques dans la Rome impériale à la fin, la décadence. Regardez en Égypte aussi, à chaque fois qu'une civilisation est au bord de crever, eh bien, elle est composée de ce genre de personnages. C'est très classique, encore une fois. Mais nous, justement, qui aimons la vie, qui aimons nos nations, qui aimons notre culture, qui aimons notre identité, qui voulons un avenir pour notre famille, et qui aimons aussi un certain esthétisme de la vie et de la culture, eh bien, nous ne devons pas laisser le pouvoir à tous ces espèces de types de droite, de gauche, on ne sait plus trop, ils sont mondialistes, de toute façon ils se moquent de la France et de tout le reste. On ne peut pas laisser le pouvoir à ces gens-là. Donc même dans la figure, si vous voulez, du patriote, il y a une force plus belle. Et à chaque fois que je suis en réunion FNJ, que je me déplace à travers la France et que je vois des cadres comme Jean-Baptiste et comme vous, que je vois justement des gens qui ont pris conscience de tout cela, et bien même ça se voit au niveau physique. Au niveau physique, ça se voit. Il y a un éclair dans les yeux, il y a une vraie force, quoi. Beaucoup plus que chez tous ces gens à Paris et tous ceux qui dominent aujourd'hui la France et hélas le monde. Donc le patriotisme, c'est aussi un projet individuel et c'est aussi un projet de force, un projet de beauté et un projet de valeur qui est bien plus beau, bien plus classe que leur projet à eux mondialiste. Alors, je crois que ce projet patriote, il peut s'exprimer de différentes façons, mais aujourd'hui, c'est par le Front National, je pense, que l'on peut le mieux le porter. Il y a d'autres groupes, il y a d'autres, même sans parler de groupes politiques ou associatifs, il y a d'autres modalités de combat, chacun peut en trouver. Peut-être que d'ailleurs ces modalités évolueront avec le temps, mais aujourd'hui, Marine Le Pen incarne justement cette force nouvelle. Cette force nouvelle, dis-je, mais en réalité elle est ancrée depuis des siècles dans le pays. Elle incarne cette force qui en France est très particulière, qui arrive à chaque fois qu'il y a une situation de crise. Lors de la Révolution, lors de l'effondrement de la France en 1940, et à l'époque de Jeanne d'Arc également, où la France était dominée par les Anglais et n'existait quasiment plus. À chaque fois, l'histoire de France, c'est ça. C'est un pays qui, à cause d'élites qui pensent, alors à l'époque c'était plutôt pour les Habsbourg, les Saint-Empire romain germanique, pour les Anglais, pour les Allemands, pour les Américains aujourd'hui, pour les islamistes. On a une élite française à Paris, il y a un air particulier, il faut le savoir, qui rend les gens un peu plus traîtres. Et donc on a une élite qui est souvent traître en France. Mais il se passe toujours quelque chose de très beau dans ce pays, c'est qu'il arrive, il se crée un champ pour une force politique qui n'est ni de droite ni de gauche la plupart du temps, qui n'a pas justement ces petites étiquettes qu'on accole la plupart du temps, à l'époque de Napoléon qui disait « je suis ni talon rouge ni bonnet rouge », à savoir ni républicain ni royaliste, je suis national, je suis de côté de tout ce qui est national et qui défend justement ces valeurs et ce projet-là. Le général de Gaulle également, lorsqu'il disait ni de droite ni de gauche, je suis de France, eh bien il se crée toujours en situation de crise, quand les élites ont bien trahi tout ce qui faisait l'essence de ce pays, il se crée toujours en situation de crise un moment où s'ouvre un boulevard
pour un mouvement, pour un parti, pour un projet qui dégage ces concepts de droite, gauche, ces concepts qui sont liés justement à la déliquescence de ce pays, et qui intègre en lui-même tous les patriotes, tous ceux qui sont soucieux de défendre l'intérêt national et toutes les valeurs qui vont avec. Et aujourd'hui, force est de constater que tant dans le discours que dans la réalité telle qu'on le voit aujourd'hui, eh bien, c'est Marine Le Pen qui occupe ce boulevard-là de ni droite ni gauche, patriote. Ne pensons qu'à une chose, l'intérêt de la France. Et ce faisant, on pense à l'intérêt du peuple français, à savoir donc de tout un chacun. C'est pour ça que moi je suis au Front National, c'est pour ça qu'ici beaucoup d'entre vous le sont. Et c'est pour ça que, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous parle pas dans 10 ans, je ne vous parle pas d'il y a 20 ans, je vous le parle maintenant. Défendre ce que nous sommes et défendre un projet humain, c'est être au Front National et être, a priori, en tout cas quand on va faire de la politique, ne faire que ça. Dans la politique, j'entends. Donc nous avons cette chance d'avoir justement les conditions historiques qui ont créé ce boulevard et qui ont amené Marine Le Pen et aujourd'hui le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Donc nous, jeunes patriotes, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à déprimer, à nous dire que tout est foutu et à finalement peut-être rallier le projet mondialiste. Certains d'entre vous peut-être se le disent. Finalement, le projet collectif est mort en France. La France est en pleine déliquescence. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est me faire du pognon et me barrer de ce pays. Parce que, on s'en fout. Combien? Je suis sûr que tous, vous y avez pensé. Ça arrive à tous. Vous savez, il y a une phrase d'Hölderlin qui dit « Là où le péril croît, là où le péril augmente aussi, croît aussi ce qui sauve. » Et donc, plus nous arrivons dans des moments qui nous font déprimer parce que tout semble pourri et perdu, plus arrivent aussi des éléments qui sont capables de renverser la situation. Et le fait est qu'aujourd'hui, le Front National de la Jeunesse, par exemple, est le premier mouvement politique jeune de France, et de très loin, par rapport au MJS, aux jeunes communistes et aux jeunes pop, je vous en parle même pas. Et on voit se lever dans la jeunesse française ce sentiment du patriotisme. Ce renouveau-là arrive dans la jeunesse. Charge à nous, bien sûr, de convaincre nos aînés, mais c'est quelque chose de positif. On se dit, il y a beaucoup de choses qui nous font déprimer, mais si la jeunesse est en train de changer, si la jeunesse prend conscience justement des périls qui la guettent, eh bien, l'avenir s'annonce, je ne sais pas s'il s'annonce souriant, mais en tout cas, il nous rend plus confiants. Et ce que je sais, ce dont je suis absolument certain, c'est que cette jeunesse-là, la nôtre, on va avoir de sacrés combats à mener. Aujourd'hui, ils sont politiques, ils sont avec Marine Le Pen. Demain, on ne sait pas. Je pense que, de toute façon, des gens comme Marine sont toujours du côté du patriotisme et tout le reste, mais on espère pouvoir gagner avant qu'il soit trop tard. Mais quoi qu'il en soit, nous, jeunes, nous allons nous battre pour ce projet patriote. Et ce faisant, nous allons avoir affronté de terribles épreuves. C'est pour ça qu'il faut se barder et être fort, chacun d'entre nous, d'être fort sur le plan des idées, d'être certain du projet politique qu'on porte, parce que le danger va être grand demain. Et ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va mener ces batailles, qu'on va gagner, je n'en suis pas sûr à 100%, j'en suis sûr à 90%. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être de belles batailles, et je peux vous garantir qu'on rendra les coups au centuple. Je connais un ami qui a cette maxime qui dit pour un ongle tout le bras et pour un œil toute la gueule. Et donc ils vont nous mettre des coups, ils vont nous frapper, ils vont encore nous mettre à ras de terre, nous humilier, ils vont peut-être encore continuer à détruire la France, mais on va leur rendre les coups et il en va de notre avenir et encore plus important que notre avenir, celui de nos enfants. Donc, de toute façon, c'est là un projet de vie qui est intéressant. Plutôt que de consommer, plutôt que d'être de petits esclaves, eh bien nous avons cette chance d'avoir ce projet de vie patriote contre le mondialisme, à savoir une vie de combattant. Et croyez bien que combattant des idées, combattant politique, c'est peut-être une chance immense qui nous est donnée, car il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus encourageant qu'un tel projet. Voilà ce que j'avais à vous dire.